du coup, on va parler de Saddam Hussein et de l'Irak. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi je parle de Saddam Hussein? Je vais parler plus précisément de l'évolution de Saddam Hussein. Pourquoi je vais parler de l'évolution de Saddam Hussein? Parce qu'en fait, l'évolution de Saddam Hussein, elle est très intéressante au niveau du Moyen-Orient, parce qu'en fait, elle représente toute l'évolution des courants qu'il y a eu au Moyen-Orient. Et pour cela, donc, je vais présenter l'histoire de Saddam Hussein, mais en fait, à travers l'histoire de Saddam Hussein, on va présenter le contexte qu'il y avait autour. Enfin, je vais raconter ce qu'il y avait avant. Donc, je vais commencer de 1916. Pourquoi je vais commencer de 1916? Parce que c'est une date très importante dans l'histoire arabe et donc celle de Saddam Hussein. Et, donc, c'est le début à tout, en fait. C'est le début à tout. Du coup, je serai obligé de revenir jusqu'en 1916. Du coup, je vais commencer. Du coup, d'abord, je vais présenter l'Irak un peu. Alors, vous connaissez un peu ce que c'est l'Irak. L'Irak, c'est un pays qui est au centre du Moyen-Orient, entre l'Iran et la Syrie, entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Voilà, on connaît. C'est un pays qui, en fait, est situé un peu à la croisée des mondes. C'est un pays qui est héritier de la Mésopotamie, le berceau de la civilisation, euh, des civilisations babyloniennes, etc. Et c'est un pays qui, donc je le dis, est situé à la croisée des mondes, puisque l'Irak est un pays qui est multiconfessionnel et multiethnique. On va retrouver en Irak les chiites, les sunnites. Alors, les chiites sont majoritaires à plus de 60%, ce qui est important à retenir pour la suite, et les sunnites à 45%. C'est à peu près ça. Hein. Et après, le reste... Non, attends. Non, c'est 30%. Oui, non, excusez-moi, c'est 30% les sunnites, et après le reste, ça sera des Kurdes. En tout cas, on a une majorité chiite, on a une minorité sunnite, et encore plus, on a une minorité kurde. Mais il n'y a pas que les Kurdes qui est une autre minorité non arabe en Irak. On a les Turkmènes, qui sont beaucoup, notamment à Mossoul, et on a aussi les chrétiens en tant que minorité religieuse. Et d'ailleurs, fun fact, la plupart des chrétiens se sont retrouvés dans le gouvernement de Saddam Hussein. Voilà. Du coup, voilà. Mais quand est-ce que naît l'histoire irakienne? L'histoire contemporaine irakienne. Il faut savoir qu'avant, l'Irak le Moyen-Orient en général était dominé par l'Empire ottoman. Cependant, l'Empire ottoman était sur le déclin au début du XXe siècle, et avec le coup d'État jeune turc, etc., les jeunes Turcs, une bonne partie des jeunes Turcs souhaitent s'allier à l'Allemagne pour enclencher une guerre contre les Britanniques, etc., pour restaurer la gloire de l'Empire ottoman et réunir le monde musulman sous leur coupe. Ce qui va complètement flopper, puisque à l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, en 1916, va se déclencher un événement très important, qui est en fait la base des bases de ce qu'on appelle le panarabisme. Le panarabisme, c'est une idéologie qui vise à l'union des Arabes. Donc, en 1916 se passe en fait que le shérif de la Mecque, qui était Hussein ibn Ali, alors pour vous présenter Hussein ibn Ali rapidement, c'est le shérif de la Mecque, mais c'est surtout un hachémite. Les hachémites ont une place très importante, très influente dans le monde arabe, puisque ce sont des descendants du prophète, et c'est une dynastie qui a un peu transcendé les âges. Et donc, c'est une famille qui est assez prestigieuse. Et Hussein ibn Ali, en fait, revendique un peu le titre du califat à la place de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman détenait le titre de califat, et le principal but de Hussein ibn Ali, c'est de restituer le titre de califat aux Arabes, et aussi d'unir le peuple arabe. Ce qui va se passer, en 1916, il y a eu la révolution arabe ou la grande révolte arabe, et les troupes du shérif de la Mecque vont petit à petit libérer une bonne partie du Moyen-Orient avec l'aide, bien sûr, des Anglais.
Seulement voilà, euh, le- l'épopée hachémite, qui était très belle, va se terminer brusquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Anglais, qui avaient promis à la base de créer un grand État arabe qui réunirait tous les Arabes du Moyen-Orient et de la péninsule, vont trahir leur promesse avec la fameuse promesse de Sykes-Picot. Le promesse de Sykes-Picot, en fait, c'était un accord secret qui s'est fait dans le dos des Hachémites entre un diplomate français et un diplomate anglais. Donc Sykes pour anglais et Picot pour la France. Cet accord visait en fait à se partager le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'une partie du Liban et de la Syrie sont restituées à la Syrie. L'Irak, la Transjordanie et la Palestine, eux, sont restés anglais. Et en fait, seulement le Hejaz est resté hachémite. Cependant, ce qui va être encore plus tragique, c'est que les Anglais vont abandonner les Hachémites. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une- un autre antagoniste, enfin protagoniste qui est dans la région, ce sont la dynastie saoudite, représentée par le célèbre Abdelaziz ibn Saoud, qui sera considéré comme le premier roi d'Arabie saoudite. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi les Anglais vont se désintéresser des Hachémites pour aller sur les Saouds? Parce qu'en fait, Hussein ibn Ali euh, ne va pas être perçu comme légitime. Son califat n'a aucun effet dans le monde musulman, et en plus de ça, il est un peu gênant. Euh, du coup, et en plus de ça, c'est que Ibn Saoud présentait bien plus de qualités que Hussein ibn Ali. Hussein ibn Ali, c'était un vieux croulant qui n'était pas fort en guerrier. Alors que Ibn Saoud, lui, c'était un génie de la politique, c'était un génie du militaire. Et voilà. Et Ibn Saoud, en 1924, déclare la guerre au Hejaz, et en deux, trois mouvements, il balaye les Hachémites, où il prend le pouvoir et conquiert la Mecque. C'était donc la fin de l'épopée hachémite, mais qui ne va pas se terminer maintenant. En fait, les Hachémites ne vont pas mourir maintenant, puisque en fait leurs héritiers vont être placés dans des royaumes arabes que les Anglais et les Français vont un peu carabiscoter. Faisal al-Hashimi, qui était qui était le principal meneur de la révolte. Alors lui, son histoire, c'est qu'en 1918, il va proclamer le royaume arabe de Syrie, le grand royaume arabe de Syrie. Cependant, il y a un hic, les Français avaient prévu de prendre la Syrie. Et donc, il va se passer une bataille entre les Français et les Arabes hachémites, entre Faisal. Faisal, en 1922, a perdu. La Syrie est définitivement française, ce qui va nous donner aussi une célèbre scène, que vous connaissez sûrement, celle du général français Henri Gouraud, c'est bien ça, qui va aller dans la tombe de Saladin, il va donner un coup de pied, j'ai bien dit un coup de pied dans la tombe de Saladin, et il va dire Saladin, réveille-toi, c'est le retour des croisés. Voilà, c'est ce qu'il a dit en général. Faisal donc a perdu, mais en fait les Anglais vont lui dire ah, ben viens en Irak parce que on a besoin de toi pour stabiliser le pays, pour trouver un régime politique adéquat. Cependant, il y a un problème. L'Irak, ce n'est absolument pas ce que voulait Faisal. Mais pourquoi l'Irak, c'est pas absolument pas ce que voulait Faisal? C'est parce que l'Irak, à ce moment-là, était majoritairement chiite, et lui, il était sunnite. Ce qui posait problème. Mais bon, il n'avait pas trop le choix, il devait accepter, sinon c'était soit l'exil, voilà. Il accepta quand même. Ou il va quand même y régner. Alors, c'est là où on va rentrer dans l'histoire de l'Irak contemporain. L'Irak euh, va être au début un dominion anglais, tout simplement parce que les Britanniques ne voulaient pas forcément partir de là, pour leur intérêt économique et géopolitique là-dedans. Mais face à la pression du peuple irakien, parce qu'en fait, cette domination anglaise ne va pas être du tout bien vue par le peuple irakien, et il y aura plusieurs manifestations. Ce qui va donner en 1932 le roi Faisal et son premier ministre Nouri Saïd. Alors Nouri Saïd, retenez-le bien pour la suite, parce que là aussi c'est un personnage important. Vont proposer aux Anglais de reconnaître l'indépendance de l'Irak. Et en 1932, c'est ce qui a été fait, l'Irak est en totale indépendance.
Sauf que si vous regardez dans la bibliographie irakienne, dans le roman national irakien, la date d'indépendance ne figure pas en 1932. Elle figure en 1958. Et là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi les Irakiens, euh, iraient à ne pas reconnaître la vraie date de l'indépendance qui est en 1932? C'est parce qu'en fait, c'est une date qui n'a été qu'officielle. En fait, les Anglais ne vont pas du tout partir de l'Irak. Ils auront quand même une grande influence dans la politique du pays, même étrangère. Et ce qui va poser énormément de problèmes pour la suite. En fait, c'est que l'Irak va être un peu divisé entre deux camps au niveau de la classe dirigeante. Nouri Saïd, qui était pendant plusieurs fois le premier ministre irakien, est un pro-britannique. C'est quelqu'un qui veut que les intérêts de l'Irak soient alignés sur les intérêts des Britanniques, pour la stabilité de l'Irak, etc. Cependant, comme je l'ai dit, 1916 est un mouvement très important parce que c'est le début du panarabisme. Et c'est là qu'en 1930, le panarabisme va prendre de l'importance. Alors, il faut savoir que le panarabisme, dans sa première forme, ce n'est pas un nationalisme qui est le nationalisme arabe qu'on connaît dans les années 1960. Ça veut dire pas un nationalisme socialiste. C'est un nationalisme qui est libéral et qui se rapproche de la religion. Je vais venir pourquoi. Ce qui va se passer, c'est qu'en Irak, donc deux camps vont s'affronter au sein de la classe dirigeante. Et en plus de ça, c'est qu'il va y avoir une grosse instabilité politique. La preuve, quand Faisal est mort en 1933, donc une année après l'indépendance du pays, c'est son fils, Ghazi Ier al-Hashimi. Lui, par contre, il va se faire assassiner en 1939. Justement, alors, on dit, les rapports racontent que c'était Nouri Saïd, parce qu'en fait, Ghazi, lui, était plus du camp nationaliste. Et Nouri Saïd voulait le dégager. Et en fait, c'est parce que pendant en fait de 1932 jusqu'en 1958, l'Irak en fait va avoir instabilité sur instabilité. La preuve, en 1936, le royaume d'Irak va avoir un coup d'État. Il va avoir un coup d'État pour destituer le premier ministre irakien, dont je ne connais plus le nom parce qu'en fait, il n'est pas important dans l'histoire. En revanche, celui qui a fait le coup d'État, il est important. C'est Bakr Zdiki. Bakr Zdiki, c'était un général chrétien irakien qui a pris le pouvoir en fait parce que les intérêts de l'Irak sont beaucoup trop alignés sur les Britanniques. Cependant, Nouri Saïd, qui était là encore, qui est une personnalité très influente, a pu reprendre la main. Bakr Zdiki n'a pas fait long feu, et c'est Nouri Saïd qui a vite repris la main. Cependant, il y aura un autre coup d'État qui va arriver. En 1941, en fait, c'est un certain personnage qui s'appelle Al-Jilani. Alors, si vous ne connaissez pas c'est qui Al-Jilani, alors, je vais vous envoyer la page wiki. Mais Al-Jilani, c'était un Irakien qui était extrêmement nationaliste. Alors, si vous ne voyez pas à quel point il était nationaliste arabe, c'était quelqu'un qui était pote avec un certain Al-Husseini. Si vous ne connaissez pas c'est qui Al-Husseini, c'est le Palestinien qui a collaboré avec Himmler et Hitler dans la solution finale. Voilà. Parce qu'en fait, Al-Husseini, c'était le moufti de Jérusalem, et il n'aimait pas trop la présence juive en Palestine. Et il voulait la purger, et justement, il y avait les Allemands qui étaient là pour ça. Et Al-Jilani était dans ces eaux-là. Et Al-Jilani, avec plusieurs contacts militaires, va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir en 1941 en faisant un coup d'État, ce qui est coutume en Irak. Et en fait, il va très vite se rapprocher de l'Allemagne nazie. Il va se rapprocher de l'Allemagne nazie, il va vouloir dire que en fait, le pays est trop soumis aux Anglais, il faudrait que les Anglais dégagent de là, on a besoin de vous.
Les Anglais le voient très bien et va commencer en 1951 en fait une sorte de bras de fer entre Al-Gilani et les Britanniques. Ce qui va arriver arriva, les Britanniques interviennent en Irak, destituent Al-Gilani, destituent en fait ils vont tout raser, pas tout raser au niveau infrastructure, mais au niveau de la politique intérieure du pays. Et ils vont placer un gouvernement qui leur est plus favorable, avec justement Nouri Saïd. Décidément, on le retrouve tout le temps. Et jusque-là, l'Irak, encore une fois, est dans des instabilités. Il y a des attentats nationalistes. Les nationalistes et les pro-britanniques ne s'entendent pas. Ce qui arriva jusqu'en 1958. En 1958, ce qui va se passer, c'est que la monarchie irakienne, qui était empêtrée dans des problèmes, Ghazi Ier a été assassiné, le deuxième roi est jeune, il est faible, et il ne peut pas régler les problèmes intérieurs du pays. Et en fait, en 1958, ce qui devait arriver arriva. 1958, il se passe quelque chose, c'est que la monarchie irakienne va être, encore une fois, par un coup d'État militaire, là, va être destituée. Mais, contrairement aux autres coups d'État où c'était des nationalistes arabes libérales, là, ça a changé. Et pourquoi ça a changé, en fait? Et là, je vais vous retracer l'histoire. Je vais revenir en 1950, donc 1951. Il va se passer quelque chose qui est très important, encore une fois, dans l'histoire arabe. Et là, c'est la deuxième base. La deuxième base de l'histoire panarabiste, c'est le coup d'État de Nasser en Égypte. Alors, vous connaissez très bien ce qu'est Gamal Abdel Nasser, mais je vais vous le rappeler. Gamal Abdel Nasser, c'est un officier égyptien qui, très jeune dans son histoire, va être baigné dans les histoires nationalistes arabes et aussi marxistes. Nasser va gravir rapidement les échelons au sein de l'armée égyptienne royale et va se faire plusieurs potes d'enfance. Donc, il va être ami avec Mohamed Naguib et il va être ami avec Anwar al-Sadat, qui eux trois vont aussi faire une ascension dans la carrière militaire. Il crée donc un comité dans les années 49-50 où c'est le comité des officiers libres. Et en fait, leur but, c'était de renverser la monarchie égyptienne, qui était beaucoup trop soumise aux Britanniques, selon eux. Et ce qui devait arriver arriva. En 1951, Nasser prend le pouvoir. Il devient Premier ministre en premier temps. Mohamed Naguib devient président d'Égypte de 1951 à 1952. Puis après, en 1952, c'était Nasser qui prend le pouvoir. Là, par contre, ça va changer énormément de choses. Ça repartit l'écart du Moyen-Orient, puisque Nasser, en fait, va être le premier d'une génération de panarabistes et va inspirer plus d'un, notamment Hafez al-Assad, 1968, et aussi Muammar Kadhafi, là encore en 1968. Mais aussi en Irak. Et en Irak, en 1958, va se passer donc le coup d'État qui va renverser la monarchie irakienne. La monarchie irakienne n'est plus, c'est son dernier acte, et va être proclamée la République d'Irak. La République d'Irak, donc 1958, elle va avoir plusieurs problèmes parce qu'en fait, elle va être partagée entre différents généraux. Le plus célèbre des généraux, c'est le général Qassem. Le général Qassem, c'est le premier qui va prendre le pouvoir. Et lui, c'est quelqu'un qui est dans la lignée Nasser, c'est quelqu'un qui est nassériste, donc qui est marxiste, nationaliste arabe. Et sauf que lui, en fait, il va avoir des différences idéologiques puisque
lui, par contre, il va vouloir préserver quand même une certaine indépendance de l'Irak par rapport à Nasser, parce que Nasser, à ce moment-là, était au top de sa forme en 1958. 1958, c'était à ce moment-là que Nasser, en fait, prenait petit à petit, mettait ses pions un peu partout au Moyen-Orient, ce qui va conduire à la République arabe unie, où pendant un temps, à la manière d'un Saladin, Nasser va unir la Syrie et l'Égypte. Et le général Qassem va donc être dans cette lignée-là. Donc il va enclencher des réformes agraires, réformes, etc. Donc le classique, hein, nationalisation, etc. Et puis, mais en fait, c'est que comme je te l'ai dit, la République est instable. Et en fait, le général Qassem va être assassiné en 1962. Et c'est un autre panarabiste qui lui, l'autre, c'est Aref. Sauf que bon, Aref n'est pas important dans l'histoire. Retenez juste que Aref, c'était juste un autre panarabiste qui a sûrement assassiné Qassem et qui a pris pouvoir pendant un instant. Cependant, un autre coup d'État va arriver. Alors, oui, il y en a beaucoup de coups d'État en Irak, vous allez me dire. Et un autre coup d'État va arriver. Et cette fois, ce n'est plus un courant nassériste qui va prendre le pouvoir, c'est un courant qui est apparu en 1949 en Syrie, qui a été fondé par un chrétien et par un musulman. C'est le mouvement baathiste. Alors, le mouvement baathiste, donc comme je l'ai dit, c'est un mouvement qui est apparu en 1949 en Syrie. Alors, lui aussi, il se réclame de deux choses. Il se réclame du socialisme arabe et aussi du nationalisme arabe. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avant tout mélanger la culture arabe et le socialisme de maintenant, et le nationalisme. Et pour cela, il faut instaurer un certain laïcisme d'État, puisque les différences religieuses entre les Arabes sont trop grandes. Ça procède aussi par un anticolonialisme, car les forces anticoloniales empêchent l'union des peuples arabes. Mais en plus de ça, en plus de l'union pan-arabiste, il y a aussi le socialisme arabe, donc les réformes agraires, la nationalisation du pétrole, etc. Sauf que, là, vous allez me dire, mais ce ne sera pas Saddam Hussein qui va prendre le pouvoir maintenant. Non, Saddam Hussein, c'était encore un genou dans la politique. Il venait seulement, je pense, d'entrer dans la politique. Non. Celui qui va prendre le pouvoir et qui va instaurer le premier gouvernement baathiste, c'est en fait son mentor, c'est le général Ahmed Hassan al-Bakr. Ahmed Hassan al-Bakr va prendre le pouvoir pendant un instant en Irak, pendant beaucoup longtemps, donc il va instaurer une certaine stabilité en Irak, et il va changer de tout au tout. Il va changer l'Irak de manière complète, etc. Donc il va répliquer les idées du parti basse, réforme agraire, donc répartition des terres de manière équitable, la nationalisation, la pleine indépendance, l'anticolonialisme, etc. Et pendant la présidence de Ahmed Hassan al-Bakr, va en fait avoir une ascension un certain homme qui s'est lancé en politique, c'est un certain Saddam Hussein. Saddam Hussein va monter petit à petit les galons au sein du parti basse, puisqu'en fait, il va se révéler très vite être un homme d'intelligence et un homme qui on peut compter sur lui. Et ce qui arriva, 1968, Saddam Hussein devient vice-président d'Irak. Et là, on est dans un peu les années prospères de Saddam Hussein. C'est-à-dire de 1968 jusqu'à 1979, Saddam Hussein, c'est lui qui va gérer à peu près le programme du parti basse. Donc c'est lui qui va investir dans le pétrole, c'est lui qui va renforcer les infrastructures irakiennes, etc.
Et il va le faire de manière très intelligente, il faut le dire, parce que le Parti Baas avait un programme qui, contrairement à Nasser, qui était un peu désorganisé, Nasser, le Parti Baas, par contre, lui, avait une politique qui était très organisée, peut-être un peu trop, ce qui en renforce un peu la corruption, mais ils avaient une politique qui était très organisée et très cohérente. Et Saddam Hussein va la mener à merveille pendant ces années-là. Et pendant ce temps-là, tu avais Ahmed Hassan al-Bakr, il se faisait un peu vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que le vieux, il a un petit coup d'avance, en fait. Il savait que Saddam Hussein prenait un peu trop de pouvoir, et il voulait faire un petit coup qui était assez vicieux. En fait, Ahmed Hassan al-Bakr proposait à Hafez al-Assad, qui avait pris le pouvoir en 1968, qui lui aussi était baathiste, il proposait une union entre l'Irak et la Syrie. C'est une union qui aurait pu avoir lieu. Cependant, il la retenait pour la suite. Saddam Hussein va faire tout capoter. Alors, vous allez dire, mais pourquoi Saddam Hussein a fait tout capoter? Parce qu'en fait, l'union que proposait Ahmed Hassan al-Bakr, c'était une union où les deux gouvernements fusionnaient. Donc, on aurait eu alors un président Ahmed Hassan al-Bakr et un premier ministre Hafez al-Assad. Mais on aurait alors bouche-trou Saddam Hussein. Or, Saddam Hussein, soucieux de vouloir du pouvoir, a fait tout capoter. Ce qui, en fait, va entacher beaucoup les relations avec Hafez al-Assad. Retenez pour la suite. Parce qu'en fait, les deux hommes se détestaient de base, hein, mais là, c'est là où ça va commencer à être catastrophique. Et en 1979, Saddam Hussein prend le pouvoir en Irak en étant président. En fait, c'est que Ahmed Hassan al-Bakr se faisait très vieux et Saddam Hussein l'incitait beaucoup à démissionner. Ahmed Hassan al-Bakr n'avait plus le choix de toute façon, il n'avait plus aucun pouvoir, ni plus aucune force de contrôle sur Saddam Hussein. Et donc, il a accepté et Saddam Hussein est devenu président. Ce qui nous a donné une scène mémorable. Rappelez-vous, 1979, quand Saddam Hussein est devenu président, la première chose qu'il a faite, c'était une réunion d'urgence. Ce qu'il a fait Saddam Hussein, c'est que donc on avait la télé irakienne, hein, la télé irakienne a dit oh, on va voir le nouveau président Saddam Hussein pour son inauguration, il y a la réunion du parti Baas, de ses cadres, etc. Donc on voit à la télévision Saddam Hussein qui arrive, tu vois, tout défilant, etc. Dans son immense classe, son immense élégance qu'il a toujours eue, il arrive sur l'estrade, et il y a tous les cadres du Parti Basse qui sont réunis, qui sont là devant lui, bientôt écouter le discours. Là, Saddam Hussein prend un ton très grave et dit que maintenant, l'Irak est gangréné par des complots. Il y a des complots qui visent à être contre lui, contre la République irakienne, etc. Qu'il y a des espions à Hafez al-Assad et les Occidentaux, etc. Et il faut purger tout ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler quelqu'un qui, soi-disant, connaît les coupables. Il va l'appeler sur une autre estrade à côté de lui, et il va le forcer à lui dire des noms. Et à chaque fois que cet homme prononçait des noms, Saddam Hussein disait dehors. Et vous attendez bien le sort qu'il connaît, les soi-disant traîtres. Quand on sortait dehors devant Saddam Hussein, c'est qu'on allait se faire exécuter sommairement. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et ça nous donnait une scène qui est très effrayante, mais très fascinante, où on voit les cadres du parti Baas, en fait, en train de paniquer parce qu'en fait, ils savent pas que ça peut être eux, ça peut être lui, ça peut être un autre, etc. Ce qui nous donne une scène très marquante. Et ça nous donne aussi le caractère de Saddam Hussein. C'est quelqu'un qui est très implacable, qui ne laisse aucune contradiction contre lui. C'est ça. Et c'est le premier acte de Saddam Hussein. Donc, Saddam Hussein va marquer le coup. Et en plus de ça, c'est retranscrit à la télévision irakienne. Donc les Irakiens, ils voyaient en train de les cadres, certains cadres du parti Baas en train de se faire purger. Saddam Hussein, donc,
a donc pris le pouvoir, mais dès son accession au pouvoir, en fait, il va être confronté à un gros défi. En fait, il faut savoir la date où il prend le pouvoir. Saddam Hussein prend le pouvoir en 1979. Or, vous savez ce qui se passe en 1979 dans un pays nommé l'Iran, du beau nom de l'Iran. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en Iran en 1979, la dynastie du Shah est très contestée parmi la population et les islamistes, représentés par Khomeini, vont reprendre la cause, ils vont l'amplifier et ils vont prendre le pouvoir en Iran en 1979. Donc on a un pouvoir qui est théocratique et qui est donc ouvertement chiite. Et c'est là où je vous ai demandé de retenir les 60% chiites irakiens. C'est parce que Saddam Hussein, lui, par contre, est un fier sunnite. Alors, un fier sunnite, mais il ne va pas le montrer maintenant. Mais c'est un sunnite. Et ça pose problème. Puisque Saddam Hussein sait très bien ce que représente le danger qu'est l'Iran. Si l'Iran visait à faire révolter les chiites, au moins plus de 60% du pays se révolterait, ce qui devenait ingérable. Du coup, Saddam Hussein décide de prendre les devants. Ce qu'il décide de faire, c'est qu'il va attaquer l'Iran, il va l'écraser. Selon lui, il va l'écraser. Il a toutes les chances de le faire, puisque l'armée irakienne était une armée qui était assez professionnelle. C'était une armée qui avait un armement assez moderne, qui avait reçu les soutiens soviétiques, etc., ce qui n'était pas rien. Mais, voilà. Il y a une chose que en plus de ça, c'est que Saddam Hussein avait des revendications sur une terre, appelée le Khouzistan. Si vous ne savez pas ce que c'est le Khouzistan, c'est une terre qui est... comment dire? Je vais vous donner une carte où on voit ce que c'est le Khouzistan. Alors, Khouzistan, c'est une région iranienne qui est en fait majoritairement arabe sunnite. Mais en plus de ça, c'est que le Khouzistan était une terre qui avait énormément de pétrole. Le Khouzistan, il a un autre nom, on peut l'appeler aussi le El Awaz. Et donc, ça serait double bénéf, parce que Saddam Hussein se débarrasserait de son ennemi de toujours, qui est l'Iran, ce qui va être l'ennemi de toujours. Mais en plus de ça, il risque de prendre des nouveaux territoires, ce qui contrebalancerait la balance majoritairement chiite, mais en plus de ça, prendrait des ressources incommensurables. Cependant, la guerre ne se passe pas du tout comme prévu, Saddam Hussein. L'Iran résiste. Alors, ça nous donne cette fameuse scène où l'Iran envoie des enfants au front, les fameux enfants soldats envoyés par les gardiens de la révolution islamique. Donc cette guerre va s'enliser énormément, et ce qui va causer beaucoup de tort à Saddam Hussein. Puisque la guerre, en fait, va engranger plusieurs problèmes qui vont lui être fatals. Alors au début, Saddam Hussein, et c'est là où on va commencer l'évolution, c'est là où on va avoir une évolution. Au début, Saddam Hussein prenait un laïcisme, prenait un nationalisme arabe contre la barbarie persane. Ça se voit dans ses discours. Il dénonçait l'utilisation de la religion par le politique. Il dénonçait donc l'impérialisme persan, ce qui est un peu vrai. Voilà. Cependant, comme j'ai dit, ça se passe pas du tout comme prévu. Et deux événements vont lui faire changer. Au début, en fait, c'est que Hafez al-Assad, c'est là où je voulais encore retenir, va trahir Saddam Hussein. Ce qu'il va le faire, c'est que il va accorder un droit de passage pour les avions iraniens pour que les avions iraniens puissent bombarder l'aviation irakienne dans le dos. Ce qui va marcher puisque l'aviation irakienne va être en grande partie détruite. Et ça va passer beaucoup de temps à Saddam Hussein qui ne pourra pas faire sa guerre correctement. Voilà. Et Hafez al-Assad, détail important, il est chiite. Alors j'aime bien parce que ça fait un détail inversé, puisque Saddam Hussein est sunnite dans un pays majoritairement chiite, et Hafez al-Assad il est chiite dans un pays majoritairement sunnite. Ils ont les mêmes problèmes les deux.
Ce qui va renforcer un peu la haine de Saddam Hussein sur les chiites par association. Mais il y aura un autre événement. À la fin de la guerre Iran-Irak, va se passer une révolte chiite qui va être assez violente parce que Saddam Hussein va les ramasser pas au dos de la cuillère, comme on dit. Mais cet événement il est important puisque c'est vécu comme une sorte de trahison pour Saddam Hussein, de trahison du peuple chiite. Et c'est là où en fait Saddam Hussein va commencer petit à petit à se renfrogner à un sectarisme sunnite. Mais en plus de ça, c'est qu'il y aura un autre événement, c'est pendant la guerre Iran-Irak, il y aura une première révolte kurde. Doublement, là, Saddam Hussein se renvoie dans un extrême nationaliste arabe envers les Kurdes et dans un sectarisme sunnite envers les chiites. Les deux minorités importantes du pays. Et, et donc, la guerre Iran-Irak se termine, mais Saddam Hussein ressort extrêmement affaibli par cette guerre. Comme j'ai dit, il y a les deux révoltes qui se sont passées, mais en plus de ça, c'est que Saddam Hussein perd pas une grosse partie de son armée, mais c'est que il en ressort décrédibilisé politiquement. Il a donc besoin d'une autre guerre. Et en plus de ça, c'est que... Et en fait, cette guerre va se profiler petit à petit en 1990. Alors, là, vous connaissez, c'est la première guerre du Golfe, 1990-1991. Mais je vais vous expliquer un peu les raisons pourquoi Saddam Hussein a déclaré une guerre comme celle-ci, alors qu'il venait de ressortir de 8 ans de guerre. 1980-1948, c'est la guerre Iran-Irak. C'est énorme, avec plus de 800 000 morts. En fait, c'est parce que Saddam Hussein, comme je l'ai dit, avait besoin d'une autre guerre pour redorer un peu son blason. Mais en plus de ça, c'est que il faut savoir, c'est que le marché d'armes irakien va devenir le plus grand marché du monde. Alors, je crois que j'ai les chiffres, hein, je crois que c'est 28 milliards, 28 milliards en termes d'armes qui ont été livrées. Oui, c'est mon accent belge. Mais oui, euh, 28 milliards en termes d'armement, ce qui est énorme. Et, comment dire? Et en fait, c'est que en achetant des armes, Saddam Hussein va s'endetter. Alors, il va s'endetter auprès de qui? Il va s'endetter auprès des monarchies arabes qui étaient extrêmement riches et qui pouvaient accorder de l'argent à foison. Je parle bien entendu de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Euh, Cependant, il va un peu s'engueuler avec ces deux-là parce qu'en fait, ces pays-là demandaient un paiement de leurs dettes, ce qui était logique. Saddam Hussein n'avait pas les moyens de payer une telle somme. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire qu'il a assez payé le prix du sang. Mais en plus de ça, c'est que le Koweït, pourquoi il a attaqué le Koweït? Mais c'est normal, parce qu'en fait, dans la tête des Irakiens, le Koweït est une région irakienne. Parce que vraiment, le Koweït, c'est une aberration au niveau géographique. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est le Koweït, mais c'est juste une petite épine dans le pied de l'Irak qui a juste, à cause du Koweït, n'a juste très peu de face de port. Et donc ne pourra pas développer son commerce. Et ça, dans la tête des Irakiens, c'est juste un produit du colonialisme. Et donc la cible était tout trouvée. Mais en plus de ça, c'est que le Koweït jouait un peu avec les prix du pétrole, par exemple en faisant de la surproduction pour baisser les prix du pétrole, ce qui affaiblit l'économie irakienne, ou en faisant l'inverse. Saddam Hussein donc attaque le Koweït. Il faut savoir que l'armée irakienne faisait peur à ce moment-là, parce que on disait l'armée irakienne, c'était 1 900 000 hommes, c'est pas rien. Donc avec plus de 10 000 chars, plus de 4 500 Scud, c'est des missiles balistiques, etc. Bon, cette puissance irakienne va se prendre une coalition de plus de 52 pays et va se prendre donc
énormément de dégâts. Il y aura une campagne de bombardement, dont des crimes de guerre au niveau de l'armée irakienne, avec la fameuse autoroute de la mort. Et l'Irak va donc se faire bombarder de tous les côtés, ce qui va dégrader les infrastructures civiles. Et l'armée irakienne va se faire totalement taper en un an. Du coup, donc la fin de la guerre est là. Bon, ça revient à la normale, certes. Cependant, il y a un détail. L'Irak est placé sous embargo. Du coup, il y aura beaucoup de pénurie de nourriture entre les années 90 et 2000. Mais en plus de ça, c'est que comme l'Irak est placé sous embargo, les infrastructures civiles aussi vont se dégrader, donc l'administration, etc., ne pourra plus fonctionner correctement, ce qui passe à l'ennemi l'Irak dans une déstabilisation. Ce que George Bush père avait toujours voulu, contenir Saddam Hussein. Mais, et c'est là où on va avoir une deuxième évolution, et qui va en fait enclencher ce que va être l'Irak en 2003. Saddam Hussein va en fait adopter un discours énormément religieux. Alors, il fait des proclamations, il fait des discours en citant le Coran, il change le drapeau irakien. Alors, il faut savoir que le drapeau irakien, il a une histoire particulière entre donc avant et après 1990. Avant, le drapeau irakien, c'était une bande rouge, une bande blanche, une bande noire avec trois étoiles. C'était tout. Saddam Hussein va rajouter un détail, mais pas un détail anodin. Après 1990, il va ajouter donc une bande rouge, une bande blanche, une bande noire, 3 étoiles, mais avec des écritures entre les étoiles. Ces écritures, on dit qu'ils ont été écrites par Saddam Hussein lui-même, et ça veut dire Allah Akbar, du coup, Dieu est plus grand. Ce qui n'est pas un changement anodin. Donc Saddam Hussein va aller dans un discours beaucoup plus religieux. En fait, c'est normal puisque Saddam Hussein voulait avoir le soutien des pays musulmans pour sortir un peu de son embargo et de son isolement. Ce qui va quand même arriver à faire. Et donc, Saddam Hussein va proclamer un discours beaucoup plus religieux. Oui, même il jure par Dieu qu'il va aussi brûler Israël aussi. Ça aussi, c'est un épisode important. Où il va lancer 42 missiles sur Israël, ce qu'il va arriver à faire. Et donc, dans ses discours, on le voit beaucoup plus religieux. C'est peut-être aussi un peu avec sa vieillesse aussi. Donc, tout au long des années 90, l'Irak se renferme de plus en plus au monde. Malgré qu'il essaie de sortir de son isolement, Saddam Hussein va enclencher un culte de la personnalité, puisque, oui, dans les années 90, il y aura une autre révolte que chiite et kurde, ce qui va être encore une fois réprimé par Saddam Hussein, ce qui va encore renforcer le sectarisme politique de ce Saddam Hussein, mais en plus de ça, là par contre, les chiites voudront sa mort. C'est un détail important à retenir. Saddam Hussein va donc devoir gérer le pays malgré qu'il est, malgré que le pays soit extrêmement affaibli par les embargos, etc. Il va enclencher un culte de la personnalité pour avoir avoir le soutien du peuple irakien, enclencher un nationalisme irakien, enclencher un islamisme aussi. Le Saddam Hussein va beaucoup soutenir l'islamisme, ce qui est important pour la suite. Et il va être un peu plus, on va dire, plus implacable, plus brut. Ce qui arrive en 2003, en fait, l'Irak commence à se remettre petit à petit et est toujours là, ce qui ne plaît pas à Bush. Mais surtout, c'est qu'en 2001, va se passer un événement. George W. Bush, le fils de Bush, va vouloir enclencher la guerre en Irak. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2001, se passent les attentats du 11 septembre, vous connaissez très bien. Ces attentats du 11 septembre ont enclenché une frénésie guerrière pour les Américains. Alors au début,
ils vont accuser l'Afghanistan d'abriter Oussama Ben Laden. Ce que Mollah Omar, le célèbre Mollah Omar, a nié. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu vrai, puisque Oussama Ben Laden était au Pakistan. Donc l'Afghanistan a été rasé pour rien. Maintenant, George W. Bush, qui était dans une impasse politique, puisqu'il n'avait pas trouvé Osama Ben Laden, en plus il venait de se décrédibiliser, avait besoin d'une autre guerre. Et le pays était tout trouvé, c'était l'Irak. L'Irak, toujours résistant à l'influence américaine, toujours résistant, mais en plus de ça, c'est que le pétrole irakien, qui s'ouvrait grand à eux, devant les Américains. Ce pétrole qu'ils avaient échoué en 1991, puisque la mission de l'ONU se refusait justement à libérer le Koweït. Mais en plus de ça, c'est que Saddam Hussein représentait un danger pour les intérêts américains. Du coup, il fallait le détruire. Donc en 2003, les Américains proposent une intervention en Irak pour renverser Saddam Hussein. Et là, ils font un peu leur baratin de oui, Saddam Hussein a des armes bactériologiques de destruction massive. Saddam Hussein abrite Oussama Ben Laden. Ce qui est totalement faux, puisque Saddam Hussein, même s'il s'est renforcé dans l'islamisme, a toujours détesté les terroristes. Mais en plus de ça, c'est qu'il n'avait pas d'armes bactériologiques, puisque l'industrie et armement de l'Irak ont tous été détruits dans les bombardements américains. Donc, mais les États-Unis vont se prendre un non sévère de la France qui va mettre son droit de veto. Du coup, les Américains vont en illégalité en Irak en 2003 et ils vont renverser Saddam Hussein, ce qui va se faire très rapidement. Mais c'est là où je vais vous demander de retenir. Je vous avais demandé de retenir que Saddam Hussein va se transformer dans l'islamisme. Ce qui veut dire que l'Irak, les cadres du parti base, vont se transformer dans l'islamisme. Pour preuve, j'ai un exemple. Est-ce que vous connaissez un certain Al-Douri? Ebrahim Izzat Al-Douri, c'est donc le numéro 2 de Saddam Hussein à ce moment-là, en 2003, qui va être recherché par les Américains. Et celui-là, en fait, il est totalement été dans l'islamisme comme Saddam Hussein. Et il va fonder le groupe insurrectionnel du JRTN. C'est un groupe de libération baassiste, mais plus islamiste. Cependant, après avoir fondé JRTN, il va aller où ça? Dans l'État islamique. L'État islamique, en fait, pourquoi? Il faut savoir aussi, c'est une raison de pourquoi l'État islamique s'est autant renforcé. On dit beaucoup que c'est à cause du chaos politique, mais pas que. En fait, pourquoi? En fait, les Américains, quand ils sont arrivés en Irak, qu'ils ont renversé Saddam Hussein, ils se sont rendus compte d'une chose. C'est que même si en renversant Saddam Hussein, le pays était fortement ancré dans le baassisme. Les institutions étaient baassistes, la société était baassiste et toute la population irakienne était influencée d'un passif, sauf les chiites. Les Américains vont donc s'appuyer sur les chiites pour instaurer une dictature religieuse chiite qui est fermée aux chiites, qui est fermée aux sunnites. Et en fait, les éléments de l'armée irakienne, qui, comme je l'ai dit, étaient fanatisés dans la propagande de Saddam Hussein, vont aller partir de droite à gauche. Et la plupart, j'ai bien dit, la plupart des membres de l'armée irakienne ou des institutions irakiens sont allés dans l'État islamique. Parce que l'État islamique proposait un projet politique qui était anti-chiite, mais en plus de ça, était anti-américain. Du coup, beaucoup des éléments de Saddam Hussein sont partis à l'État islamique. Et c'est aussi renforcé parce que le fait que Saddam Hussein avait enclenché une propagande un peu islamiste. Et là, vous allez me dire, oui, mais en fait, qu'est-ce que cela montre, en fait, des évolutions de Saddam Hussein? En fait, cela montre, c'est que Saddam Hussein a suivi, en fait, l'ère de son temps. Au début, il était un fidèle panarabiste,
qui voulait unir le peuple arabe selon les préceptes originels, pan-arabistes socialistes. Cependant, et c'est là où, en fait, c'est que le mouvement d'islamisation qu'a enclenché Saddam Hussein, il s'est fait, en fait, partout dans le Moyen-Orient. Dans les années 80-90, le Moyen-Orient va se réislamiser. Ça va commencer avec Sadat en 1978, où en fait il va un peu accepter les frères musulmans au sein de la société, où il va laisser l'idéologie des frères musulmans un peu avoir une influence dans la société. On a aussi des éléments en Algérie, ce qui va provoquer la fameuse décennie noire en Algérie avec le Front islamique du salut, la guerre entre le Front islamique du salut et le FLN. On a aussi ça avec Hassan II avec le Maroc, mais aussi en Libye avec la Jamaïria qui va se réclamer d'un héritage plus religieux. Donc partout dans le Moyen-Orient, sauf en Syrie, parce que la Syrie, elle ne pouvait pas se permettre d'être plus religieuse, car elle était minoritairement chiite. Et en plus de ça, c'est que la Syrie était beaucoup plus divers au niveau des différences ethniques et religieuses que l'Irak. Donc on a cela. Et donc en fait, l'évolution de Saddam Hussein représente en fait l'histoire du Moyen-Orient à elle seule. Et surtout avec l'épisode de violence qui va se passer après 2003. Donc pour moi, voilà, donc pour moi, j'ai fini sur cette conférence sur Saddam Hussein. J'espère que vous avez aimé, mais je suis désolé si j'ai été un peu fouillis parce que tu vois, vous voyez, j'aurais pu développer certains thèmes, aller plus profondément, aller moins vite, etc. C'est ma première conférence. Donc je suis fortement désolé si certains détails vous ont pas plu, mais en tout cas je vous ai présenté une histoire où j'étudie énormément. J'étudie énormément l'histoire de Saddam Hussein et du Moyen-Orient, et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai fini.